Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les Vraies Voix jusqu'à 19h, on vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous, bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. Jusqu'à quelle heure on dit bonjour? Oh, jusqu'à 23h59. Non? On dit bon après-midi, bonsoir, non? Je sais bonsoir. Pas. Bonsoir mesdames. Je vais chercher. Vous voulez qu'on commence par un merveilleux souvenir? Oui. Oh bah tiens, c'est parti. Bon, encore rouler des pelles. Tigana, Amoros appuie. Voilà. Pour Bellone, attention, peut-être le deuxième but pour Bruno Bellone. Il faut maintenant frapper Bruno. Bruno. C'était il y a 40 ans aujourd'hui, la France remportait 84. Son premier euro le plus beau. 500 mètres d'ici, la France gagnait son premier titre. C'était le deuxième but de Bruno Bellone. Et je vais vous dire une chose, ce matin je me suis réveillé, 27 juin, j'ai revu ce moment-là, c'était il y a 40 ans. Ouais, c'était extraordinaire. Okay. C'est le plus bel euro et encore plus beau que le 2000. Encore plus beau que le 2000, je trouve. Bien. Ça vous rappelle pas des bons souvenirs, Philippe Bilger, la bande athlétique? Je ne me rappelais pas du tout. C'est Tigana, non? Tigana qui passe à Bellone, Pichenet qui barre Conada. Moi je m'en souviens, mais tu vois Philippe, on n'a pas les mêmes réveils. Bernard, on n'a pas très envie de savoir comment vous vous réveillez, si ça ne dérange pas. Ou alors envoyez des photos. Je sais pas, faites quelque chose. Mais bienvenue à tous, ça démarre très bien cette émission. Oh là là. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui jusqu'à 19h avec nos vraies voix qu'on vous dévoilera. Bon, enfin, c'est déjà à moitié dévoilé dans quelques rien qu'au rire. Bon, bah, vous savez. Et puis, vous le savez que c'est jeudi. Donc, le jeudi, il y a des trucs. Voilà. Allez, au sommaire de cette émission. Et merci Philippe David pour ce retour en arrière. Moi, je m'en fous, j'étais pas né. Non, mais c'est bon. Le grand débat du jour à 17h30. Marine Le Pen dessine les contours d'une cohabitation hostile envers Emmanuel Macron en cas de victoire du RN. Cette chef de file estime que le chef de l'État n'aurait plus un mot à dire sur les questions de défense, voire de politique étrangère, prérogative jusqu'ici considérée comme domaine réservé du président lors des précédentes cohabitations. Alors parlons vrai, va-t-on vers une cohabitation dure type 86-88 ou vers une cohabitation calme type 93-95, Macron ne pouvant pas se représenter? Qui dirigera en cas de cohabitation, l'Élysée ou Matignon? Et à cette question, en cas de cohabitation, le Premier ministre devra aller réponse 1 à l'affrontement, réponse 2 au compromis. Vous dites à 58% à l'affrontement. Aude attend vos appels au 0826 300 300 et elle trouvera toujours un compromis pour vous faire passer à l'antenne. Et notre invité Bertrand Mathieu, professeur émérite de droit constitutionnel à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et puis le coup de projecteur des Vraies Voix, c'est à 18h30. François Hollande se voit jouer un rôle en cas de blocage après les élections législatives. L'ancien président estime qu'il lui reviendrait de trouver des solutions en cas, puisque je rappelle qu'il a gouverné en cas d'assemblée ingouvernable compte tenu de ses fonctions passées. Alors parlons vrai, le retour de François Hollande est-il une surprise pour vous? Est-ce que vous l'imagineriez devenir le premier président de la République qui devienne ensuite Premier ministre? Et à cette question, en cas d'assemblée ingouvernable, Hollande peut-il diriger un gouvernement d'union nationale? Vous dites non à 88%. Vous pouvez appeler Aude au 0826 300 300 et apporter le défibrillateur pour Françoise Degois. Et on vous souhaite la bienvenue à tous pour cette assemblée, comme tous les jeudis, ingouvernable. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio. Et Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir. Heureusement que vous êtes là. C'est notre premier ministre. Incarné, oui. C'est clair. C'est ça, Françoise Degois. Salut les amours que j'aime toujours. Oui, bah tant mieux. Je sais pas jusqu'à quand je vous aime, mais pour le moment je vous aime. Bah, profitez-en, ça va pas durer longtemps. Jusqu'à 19h. Bernard Cohen-Haddad qui est avec nous, président de la CPME Paris. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez gardé votre veste d'hiver, parce que Françoise aussi. Mais laissez-le tranquille. Il est bien. Et l'avenir appartient au PME, mais il appartient aussi aux Vraies Voix. Et il est élégant, Bernard. Il est très élégant, c'est sûr. C'est pas comme. J'ai rien dit. Sachant qu'elle n'a pas tourné la tête vers moi. Non, mais pas du tout. Ce qui est bien, c'est que quand tu dis ça, tout le monde se regarde. Comment je suis habillée aujourd'hui? Et on va poser la question à Laurent de Montpellier qui est avec nous. Comment êtes-vous habillé, Laurent? Alors moi je suis plutôt habillé un petit peu dans le même esprit que Philippe, les rayures en moins. Très bien. Les rayures ça amincit, c'est pour ça que j'en mets. Donc avec du goût, vous voulez dire? Non Laurent, je plaisante. Laurent, vous nous appelez de Montpellier, vous allez forcément un coup de gueule contre quoi? On va parler du vivre ensemble. Ah bah très bien. Ça part bien.
Très bonne formule, parce que nous, le jeudi, on n'y arrive pas. Allez. Ni le mardi d'ailleurs. Allez, dans un instant, on sera avec vous, Laurent de Montpellier. En attendant, on écoute le répondeur 0826 300 300. Oui, bonjour. Quand j'entends qu'on menace les Français toujours de guerre civile, on n'est quand même pas l'Espagne ni un pays putschiste d'Amérique centrale. C'est quand même un petit peu honteux de faire ça, de faire peur aux Français, parce qu'on n'a pas envie qu'ils votent comme ils le voudraient eux. Il faut leur laisser leur liberté de vote. Il y avait un mot très beau dans la langue française, c'est isoloir. On fait ce qu'on veut, on vote pour qui on veut dans l'isoloir. Voilà, c'était pour juste dire, faut pas menacer les Français, votez les Français, justement à l'encontre de ce qu'on vous dit de voter, des petites associations minoritaires, etc., payées par vos impôts, ne les écoutez pas. Merci. En début de semaine, on a fait un débat sur les propos guerre civile d'Emmanuel Macron. Et il y a eu un tollé, tout le monde disait, on a eu beaucoup d'appels, mais non, faut pas parler de ça. La France est un pays mature. C'était mardi d'ailleurs, bien sûr. Et j'ai même dit des choses intéressantes, ce qui était rare. Ce qui est assez rare de ma part. Et sinon, sur notre auditeur ? Moi, je trouve que il a raison sur le fond. Il faut laisser l'électeur trancher, voter comme il l'entend, mais on a le droit d'avoir peur tout de même, sans tomber dans l'obsession de la guerre civile, après ce qui se passera le 8 juillet. Françoise Dewatt. Ce que je trouve très intéressant depuis une semaine maintenant, c'est que malgré le shitstorm, parce que je parle comme ça pour rester bien élevé, et malgré les folies répétées... On va dire la tempête de déjection en français. Les folies répétées, si vous voulez, d'Emmanuel Macron sur la guerre civile, les blocs bougent pas. Vous voyez, ce soir, par exemple, on va avoir le rolling. La gauche, elle est quasiment à 30 en bloc. Le RN, il est à 32 36. Et 36 avec les alliés à 36. Ça bouge pas. C'est-à-dire que, en réalité, la parole du président, la parole même médiatique, finalement, ça n'a aucune prise et sur les Français qui sont très matures. Voilà. Bernard Cohen. Oui, moi je crois qu'il faut faire confiance aux Français. Ils sont matures, ils votent, ils ont envie de voter. Il y a beaucoup de procurations. Et puis, ça a été rappelé par Laurent tout à l'heure, c'est bien aussi d'être positif et de essayer de vivre ensemble. Et notre auditeur Laurent de Montpellier qui est avec nous, cher Laurent, votre coup de gueule, est-ce que nous sommes capables de prôner finalement et le vivre ensemble ? Eh ben justement, on en entend tellement parler du vivre ensemble et ça pourrait paraître une évidence si c'était simplement le fait de partager, que ce soit un espace commun. Eh ben comme si on devait tous s'entendre parfaitement, mais en fait on se rend compte que c'est quand même très différent. Il y a qu'à regarder autour de nous en ce moment. On est en désaccord constant, il y a plein de conflits. On parle même pas de l'échelle internationale. Il y a juste à regarder ce qui se passe rien qu'à côté de nous. Et pourtant, on n'arrive pas à s'entendre sur des questions fondamentales et on nous demande de vivre ensemble. Alors moi j'ai envie de dire que on devrait tous partir vivre en théorie, parce qu'en théorie tout se passe bien. Mais en pratique, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'on a tous des opinions différentes, des valeurs ou encore des expériences de vie. Et moi, je pense qu'on devrait peut-être revenir à la définition de base du vivre ensemble. Ça ne devrait pas signifier qu'on devrait tous penser de la même manière. Ça devrait tout simplement signifier qu'on se respecte, qu'on respecte les différences et qu'on est capable de dialoguer et de débattre de manière tout simplement constructive. Alors moi, je pense très sincèrement qu'on devrait arrêter de prétendre que le vivre ensemble, c'est facile. Il faudrait peut-être qu'on reconnaisse que c'est un défi et on devrait s'engager à le relever parce qu'au final, le vivre ensemble, c'est pas seulement une question de cohabitation et c'est une simple question de respect mutuel et de compréhension. Laurent président. Hein. Oui. Laurent très intelligent. On peut débattre, s'engueuler et s'apprécier. Il m'inquiète pour tout à l'heure, mais sérieusement, là où il a raison, c'est que on parle d'autant plus du vivre ensemble qu'il n'existe plus ou très médiocre. Ouais. Moi, je suis, j'entends ce que dit Laurent, mais je suis une indécrottable optimiste. C'est ce que disait Léon Blum d'ailleurs dans un très grand discours à Lens devant les bassins miniers. Il disait: je suis d'un optimisme indécrottable et je pense que malgré la dispute que nous vivons une dispute au sens énorme du terme. La dispute aujourd'hui, malgré vraiment, c'était pas la première fois en France dans la longue histoire de la France depuis la République française, depuis la Révolution française, que nous vivons ces temps extrêmes de tension. Je pense quand même que ce pays tient debout et arrive à vivre ensemble, contrairement à ce que nous vendent tous les marchands d'apocalypse. Bernard Cohen. Moi, je vais reprendre la formule de Gaulle. De De Gaulle, vous savez, la grandeur, c'est épouser une grande querelle. Mais une grande querelle, ça veut dire un beau projet, c'est pas se quereller. Or, aujourd'hui, on a l'impression que c'est pousse-toi, schmickmet, y'a qu'à faucon. C'est vrai que c'est pas pour le vivre ensemble. Voilà. Eh bien, écoutez, Laurent, vous restez avec nous. Des proches Blum, De Gaulle, ça vole haut. Je sais pas si vous avez entendu cette petite phrase de Philippe Bilger, Laurent. Vous concernant sur le débat tout à l'heure. Non, oui, non, non, en fait, il vous craint. C'est qui l'a dit, pas au débat. C'est ça qui est ouf. Vous êtes vraiment doué. Hein. Ah ouais. Je terminerai alors. Si
si je peux me permettre, ma chère Cécile, je terminerai avec une petite phrase. C'est curieux cette manie chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Les tontons flingueurs. Allez, qu'est-ce que j'adore. J'ai connu une polonaise aussi. Elle en prenait au petit déjeuner. Je pars chez Lulu la Lantaise. Allez, une blonde comaque. Allez, dans un instant, les 3 infos des législatives avec Félix Mathieu. La parole du procureur. Je me demande s'il ne faudrait pas créer un délit de non-reconnaissance de la démocratie. On en parle dans un instant, c'est une proposition. Et bien on la traitera dans un instant, à tout de suite. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Le retour des vraies voix, Philippe David. Le retour des vraies voix dans une forme olympique avec l'immense Cécile de Ménibus, le président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger, la passionnariat Françoise Degois et le serial entrepreneur Bernard Cohen. Je disais une chose quand même, c'est que là, les petits malins, les petits jeunes, les 30 ans, 35 ans, je voulais juste te dire que quand les boomers décident de faire la fête, il n'y a pas un seul jeune à l'horizon. Félix Mathieu, vous ne pouvez pas suivre la cadence. Je vous le dis tout de suite. Je ne cherche même pas entre la conversation. Sans alcool, la fête est plus folle. C'est la devise de ma génération. Ouais, alors, je sais pas, j'en vois pas beaucoup. C'est la fête ensemble, alors. Enfin, c'est vivre ensemble. Moi, je vous le dis, moi, je bois jamais d'alcool, mais je vous ramène tous à la maison et je peux vous assurer que je tiens le coup et je rigole jusqu'au bout de la nuit. C'est sûr. Et je vous ramène avec des coups de pied aux fesses. Oui. Ça, j'ai peut-être pas dit. On a vachement envie, du coup. Viens chez moi, non, ça va aller. J'ai des trucs. Non, mais vous avez déjà parlé avec quelqu'un qui a bu un peu d'alcool? C'est dingue. C'est affreux. Et en plus, on a l'impression de dire des choses super intéressantes. Au bout d'un certain temps, c'est épouvantable. Ah ouais, c'est épouvantable. Et puis, on appuie vraiment sur les syllabes. On va essayer de parler. Non, les ferrugineuses. Voilà, on comprend pas ce que ferrugineuse, oui. Allez, les amis, dans un instant, les 3 infos des législatives avec Félix Mathieu. De quoi parle-t-on, Félix? Du nouveau Front populaire qui chuchote ses mesures dans une vidéo étonnante. D'Éric Zemmour, c'est moins chuchoté. Il se met en scène, lui, en train de danser sur une chanson xénophobe anti-immigré générée par intelligence artificielle. SOS Racisme porte plainte. Et puis de Marine Le Pen, évidemment, qui conteste à Emmanuel Macron le monopole de la défense s'il devait cohabiter avec Jordan Bardella. Ce sera notre grand débat à 17h30 dans Les Vraies Voix. En 3 mots, ça donne ASMR, chanson et armée. Et tout de suite, la parole est au procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. La semaine dernière, monsieur le procureur, vous vouliez créer un nouveau délit d'abus de calembour. Aujourd'hui, vous voulez en créer un de délit de non-reconnaissance de la démocratie. Je pense que le premier aurait été beaucoup plus nécessaire. Mais plus sérieusement, j'entends parfois des propos, je suis tellement exaspéré. Par exemple, Anne Hidalgo qui nous indique que si Jordan Bardella était Premier ministre, elle ne lui serrerait pas la main. C'est tout de même une femme qui a fait 1 an et demi, 1% à la présidentielle et qui refuserait de respecter la légitimité démocratique à l'égard d'un Premier ministre émanant d'un parti qui a une majorité considérable de Français en sa faveur. Alors, il y a d'autres propos qui m'ont scandalisé. Arié Halimi vient dire le RN tuera des Juifs, des Arabes, tout ça. Et peut-être y a-t-il de l'autre côté aussi. Oui, par exemple, j'espère que vous êtes révolté quand Finkielkraut Alain, que j'aime beaucoup, dit avec LFI, les Juifs c'est fini. J'espère que ça vous révolte, ça, quand même. Non, ça ne me révolte pas. Oui, c'est ça qui est merveilleux avec vous. Mais François, vous avez un art de la justice, j'adore. C'est pareil, c'est la même chose. Non, et je peux vous expliquer, si vous le voulez, pourquoi ça n'est pas la même chose. C'est que dans la volonté d'Anne Hidalgo de refuser la règle démocratique, ça ne dépend pas de l'opinion qu'on a. Pourquoi ? Tandis que on a le droit de ne pas vouloir serrer la main à quelqu'un, même si on a fait 1,5% à la présidentielle. Elle est maire de Paris. Et alors et donc, moi ça me choque pas, par exemple, quand Bertrand Delanoë refusait, par exemple, il est d'ailleurs exclu de tous les dignitaires chinois, l'Empire chinois, l'Empire du milieu, 1 milliard d'êtres humains, une des plus grandes puissances, 1,5 milliard, et même plus parce qu'il y a plein d'enfants qui sont pas officiels. Eh bien, Bertrand Delanoë, maire de Paris, refusait non seulement de recevoir des dirigeants chinois,
Macron, mais il leur serrait la main. C'est quoi le rapport, le delta entre la je pense qu'il y a une urbanité démocratique qui doit donner l'exemple. Bernard. Et je pense que c'est catastrophique de ne pas le faire. Bernard Cohen a l'air très court parce qu'il reste que 4 minutes 40. Moi, je crois que ce temps-là, excusez-moi, c'est un peu révolu. Un élu, on le respecte. Quelle que soit son étiquette. D'où qu'il vienne, s'il respecte les lois de la République, le reste c'est autre chose. Le temps où on se levait dans les débuts des années 81, quand il y avait un représentant du Front National qui rentrait dans les débats, on se levait, on n'était pas d'accord. Aujourd'hui, c'est terminé tout ça. Moi, je suis plus du tout d'accord avec ça. Faut respecter les électeurs, faut respecter les élus, dans la mesure où ils respectent la République et la démocratie. Oui, allez, les 3 infos des législatives, on n'a pas le temps, je suis désolée, Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 infos des législatives qui sont ASMR, chansons et armée. Les leaders des grands partis de gauche chuchotent les mesures du nouveau Front populaire dans une vidéo d'inspiration ASMR, une technique de relaxation. Pendant ce temps, Éric Zemmour se filme sur les réseaux sociaux à danser et chantonner sur une chanson xénophobe anti-immigrée générée par intelligence artificielle. SOS Racisme porte plainte. Et puis Marine Le Pen conteste à Emmanuel Macron la mainmise sur les armées en cas de cohabitation avec un gouvernement RN. Chef des armées, une fonction honorifique pour le président selon elle. Ce sera le grand débat des vraies voix à 17h30. Les vraies voix Sud Radio. Il est loin pour la gauche apparemment, le temps du bruit et de la fureur. Marine Tondelier, Olivier Faure, Sandrine Rousseau, Yann Brossa ou encore Manon Aubry du nouveau Front populaire viennent de se mettre en scène dans une étonnante vidéo programme. Des mesures susurrées à la cam et au micro, vidéo inspirée par l'ASMR, une technique de relaxation basée sur les chuchotements et le petit bruitage doux à l'oreille. Extrait. Augmentation du SMIC à 1 600 €. Blocage des prix des produits de première nécessité. Obtenir un cessez-le-feu immédiat à Gaza et reconnaître l'État de Palestine. Rétablir l'ISF avec un volet climatique renforcé. Abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Revalorisation des métiers du soin et du médico-social. Peut-être qu'on devrait parler comme ça sur les plateaux télé. Alors, une vidéo sans François Hollande. Une vidéo sans François Hollande qui aurait pu nous susurrer « Le changement, c'est maintenant ». On va en reparler dans un peu plus d'1 heure d'ailleurs de François Hollande, puisqu'il y a ces offres de services pour aider le pays à sortir de la crise si l'Assemblée s'avérait ingouvernable. Je voulais dire que les ricanements autour de la table sont générationnels, parce que c'est vraiment les boomers qui comprennent rien. La SMR est en train de faire un carton auprès de la jeunesse. Cette vidéo a été vue quasiment 1,8 million de fois. Moi, quand je l'ai regardé, j'ai dit putain. Et après, bon, j'ai quand même plein de mômes. Ils ont dit mais ça c'est génial, etc. Mais des mômes qui ont 18, 20 ans. Donc c'est vraiment qu'on est largué, et c'est vraiment, j'adore parce qu'on est vraiment à la rupture absolument de ce qu'est notre pays. Vous avez toute une génération. Françoise, on a le droit de pas être d'accord. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais vous avez toute une génération qui se marre, qui se bidonne. Mais moi je dis ils en ont honte. Mais où est-ce qu'ils en ont honte? Ils en ont absolument pas honte. C'est déjà vu 1,8 million de fois. Allez. Ok, boumeuse. Comme toi. Les amis, on y va, on n'a pas le temps. Jeune boumeuse. Pas de bouleversement dans le rolling. La gauche reprend un demi-point, Félix. Oui, l'histoire ne dit pas si la SMR a eu le temps de faire effet. En tout cas, le nouveau Front populaire remonte à 29%, quand l'ORN reste premier, toujours à 36%. Puis la majorité présidentielle, ensemble, 3e, toujours à 21%, comme hier. On en vient à cette chanson anti-immigrée générée par intelligence artificielle. TikTok a fini par retirer ce morceau intitulé ironiquement « Je partirai pas », chanson qui vise, par cette faute de français, à se moquer des immigrés qu'on entend crier ça dans un reportage. Chanson générée par intelligence artificielle, puis publiée par un compte qui affiche son soutien à Jordan Bardella. Elle fait depuis un carton sur les comptes proches de l'extrême droite. SOS Racisme annonce déposer plainte, alors qu'Éric Zemmour s'est filmé sur les réseaux sociaux en train de chantonner et de danser sur la musique en question. Je partirai pas, si tu partiras, et plus tôt que tu crois, on t'a assez donné, maintenant tu peux te casser ton débat. Chanson où on peut notamment entendre des phrases comme, je cite, « Tu partiras avec ta Fatma ». Alors elle a été signalée aussi par la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme pour provocation à la haine et injure en raison de l'origine. Voilà. Merci beaucoup Félix Mathieu. Tout ça, quoi. Là, on a envie de parler d'inintelligence artificielle, comme ça a été généré par l'intelligence artificielle. Oui. Écoutez, dans un instant, le grand débat du jour. Pourquoi vous faites-vous de dîner? Vous trouvez ça bien? Non, je trouve pas ça bien, mais enfin,
c'est une expression peut-être discutable de la conviction publique, quoi. Immédiatement porter plainte contre des trucs comme raciste. ça. Vous avez vu les paroles? Moi, je les ai écoutées. C'est-à-dire que je parle pas de choses si je vais pas jusqu'au bout. Vous avez entendu les paroles? Les amis. Vous êtes procureur quand même, sans blaguer. Allez, Marine Le Pen est revenue ce matin sur la possibilité de cohabitation entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella à l'issue des élections du 30 juin et du 7 juillet prochain, Philippe. Alors parlons vrai. Va-t-on vers une cohabitation du type 86-88, c'est-à-dire une cohabitation dure, Macron ne pouvant pas se représenter, on irait peut-être plutôt vers une 93-95, Balladur, Mitterrand. Qui dirigera la cohabitation, l'Élysée ou Matignon? Et à cette question, en cas de cohabitation, le Premier ministre devra aller à l'affrontement, vous dites oui à 65% et à 35% au compromis. Vous voulez réagir? J'attends vos appels au 0826 300 300. Et Bertrand Mathieu est avec nous, professeur émérite de droit constitutionnel à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut imaginer une France qui parlera à deux voix sur la scène internationale? Écoutez, ça sera en effet très très difficile parce que il faut que la France parle d'une seule voix. Le seul problème est de savoir comment cette voix va se former. On en parle dans un instant, si vous le permettez. 0826 300 300. On vous attend pour débattre avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois et notre ami Bernard Cohen-Haddad. Notre Amel, Bernard Cohen-Haddad. Pardon, allez, à tout de suite. Sur 20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Bernard Cohen-Haddad, mon Amel, comme je l'appelle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça vient du cœur. Et vous, au 0826 300 300, on est ravis de vous accueillir, au moins jusqu'à 19h. Tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je n'entends pas être le collaborateur d'Emmanuel Macron. Nous respecterons totalement la Constitution. Nous ne sommes pas la NUPES. J'assumerai ma responsabilité, celle d'être un Premier ministre de cohabitation. Nous avons toujours respecté les règles, quelles qu'elles soient, les règles électorales, les résultats des élections, à la différence de l'extrême gauche. Respectueux de la fonction, mais je serai intransigeant sur la politique pour laquelle nous aurons été élus. Nous ne souhaitons pas le chaos institutionnel. Et Marine Le Pen dessine les concours dans une cohabitation assez hostile envers Emmanuel Macron en cas de victoire du RN. La chef de file estime que le chef de l'État n'aurait plus son mot à dire sur des questions de défense, voire de politique étrangère, Philippe. Alors parlons vrai. Imaginez-vous une cohabitation Macron-Bardella. Pourrait-on dans ce cas basculer dans une crise de régime? Et à cette question, en cas de cohabitation, le Premier ministre devra aller, vous dites, à 66% à l'affrontement, à 34% au compromis. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Bertrand Mathieu est avec nous, professeur émérite de droit constitutionnel à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Monsieur le professeur, bonjour. Juste avant de revenir vers vous, Philippe Bilger. D'abord, à propos de la déclaration de Marine Le Pen, elle a proféré une ineptie. Au fond, le président de la République n'a pas qu'un rôle honorifique dans le domaine militaire, il est le chef des armées, et en revanche, là où elle n'a pas tort, mais ça n'est pas ce qu'elle disait, c'est Matignon qui a les cordons de la bourse et qui permet ou non des expéditions. Deuxième élément, je me demande si ça a du sens de faire référence à des précédents historiques. Je crois que la cohabitation dépendra de la réalité des relations qu'auront Emmanuel Macron et Jordan Bardella dans une invention peut-être quotidienne. Et dernier point, moi j'ai l'impression que précisément à cause d'un amateurisme qui peut être éventuellement reproché à Jordan Bardella, il risque de vouloir avoir une posture plus audacieuse qu'elle ne devrait l'être. Je pense que, comme tous les gens qui seront peut-être mal à l'aise au début, il en fera peut-être un peu trop. Françoise Degois. C'est pas vrai, je m'inscris en faux de ce que dit Philippe Bilger, pour avoir vécu une cohabitation de très près, celle de Lionel Jospin et Jacques Chirac. C'est vrai, c'est faux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas tout à fait tort quand elle dit que c'est honorifique. C'est-à-dire qu'il y a de la substance, bien sûr, dans le rôle de chef des armées, mais en termes de cohabitation, il devient moins décisionnaire. Oui. Donc, non, mais c'est très important. La nuance est vachement importante. Et on a un exemple, que ce soit l'armée ou les
affaires étrangères, domaine réservé, on a l'exemple de Jospin Chirac. Je rappelle que en 2000, Lionel Jospin part comment dirais-je, en voyage officiel au Proche-Orient. Il arrive à l'université de Birzeit et il rompt la ligne de la politique arabe du Quai d'Orsay, portée notamment par Jacques Chirac, en déclarant que le Hezbollah est un mouvement terroriste. Il se fait caillasser, mais il mord la ligne. Il est Premier ministre de cohabitation, il mord la ligne sur ce domaine réservé. Et à part le convoquer à l'Élysée, Jacques Chirac ne peut pas grand-chose. Donc, je veux dire par là que Marine Le Pen n'a pas tort, parce qu'elle ouvre quelque chose qui va être fascinant à observer si d'aventure ça arrivait. Je ne crois pas que ça arrivera sur une majorité absolue du tout sur le RN, mais si ça arrivait, ce serait très intéressant. J'attends notre constitutionnalisme, mais c'est à la fois faux, mais c'est vrai aussi. Bernard Connet. Oui, moi je vais poser la question un peu longue, comme dirait Cécile, au professeur Mathieu. C'est déjà trop long déjà. Le professeur Mathieu, c'est qu'on a aussi des cohabitations de présidents et de premiers ministres quand ils sont de la même étiquette. Hein. Certains n'ont pas apprécié d'être des fusibles, des collaborateurs. Vous le savez, professeur, le fameux dogme, le président préside et le premier ministre que gouverne, même sous la Ve République, quand on est du même camp, c'est pas possible. Et moi, je voulais aller peut-être dans ce qui risque de nous arriver si demain Jordan Bardella, qui ne sera pas candidat à l'élection présidentielle s'il est Premier ministre, est-ce que le Premier ministre Bardella n'a pas intérêt à faire du compromis justement pour protéger l'arrivée de Marine Le Pen à la présidence de la République? Bertrand Mathieu, pour répondre aux 3 vraies voix. Oui, écoutez, merci pour ces commentaires. Je crois qu'il y a une part de vrai dans chacun d'entre eux. Il y a deux aspects de la question. Il y a un aspect politique qui sera, en effet, le rapport de force entre le président et le Premier ministre et la perspective de l'élection présidentielle. Et puis, il y a, dans l'hypothèse où le consensus ou un minimum d'accord n'arriverait pas à se trouver, il y a ce que dit la Constitution. Or, la Constitution, elle est sur ces points extrêmement obscurs. Voilà. D'une part, il n'existe pas de domaine réservé, au sens strict du terme. Voilà. D'autre part, le président de la République est garant des intérêts fondamentaux de la nation au titre de l'article 5. Quels sont les outils dont il dispose? Il dispose d'un certain nombre d'outils, d'abord un certain nombre de nominations, en particulier celles des ambassadeurs ou des responsables militaires, nominations qui demanderont l'accord des deux autorités. Donc le Premier ministre ne pourra pas non plus imposer au président de la République la nomination des généraux, par exemple. Le président de la République préside les comités et les conseils de défense nationale, où il y a un certain nombre de décisions qui sont prises. Mais d'un autre côté, le Premier ministre et le gouvernement sont responsables de la défense nationale et ils disposent également des armes budgétaires. Voilà, donc je crois qu'en fait, on est dans une situation où la Constitution est extraordinairement peu claire. Voilà. Et où la résolution de ce conflit ne peut être que politique. Voilà, merci pour cette clarté, parce que je pense que là-dessus, ça va être une interprétation, ça serait une interprétation, et je tiens quand même à rappeler également, parce que ça serait bien, monsieur le professeur, vous le rappeliez, les gens confondent cohabitation et remaniement. Nous ne sommes pas face à un remaniement si Jordan Bardella avait la majorité absolue. Une cohabitation, c'est le seul moment dans la 5e où il y a un véritable pouvoir parlementaire, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent bien que l'ensemble des pouvoirs sont transférés quasiment à Matignon, et c'est pour ça que Marine Le Pen part sur les supposés domaines réservés qui n'existent pas. Ce que je disais tout à l'heure, c'est totalement flou et interprétable, parce que c'est un pouvoir total de Matignon. Il y a quasiment presque plus de lien de subordination entre le Premier ministre et le Président. On est d'accord là-dessus? Vous avez raison. Simplement, le président garde dans sa musette constitutionnelle un certain nombre de pouvoirs d'empêcher. Les ordonnances, par exemple. Le pouvoir de décision lui échappe, mais il garde le pouvoir d'empêcher. Les ordonnances. Ça s'appelle la promulgation, hein, professeur. Et c'est là-dessus, on peut voir. Est-ce que le président de la République, comme on l'a vu du temps de François Mitterrand, peut refuser un moment, puis retarder la promulgation d'un certain nombre de textes qui pourraient bloquer la politique gouvernementale et l'action gouvernementale? Il peut la ralentir, mais il ne peut pas la bloquer totalement. S'agissant des lois, il a l'obligation de les promulguer, sauf à les transmettre au Conseil constitutionnel.
Il peut éventuellement empêcher le gouvernement de gouverner par ordonnance, et il peut éventuellement intervenir sur les sujets qui vont être discutés en Conseil des ministres. Donc il garde le pouvoir, mais il n'a plus la légitimité fondamentale. Et comme il a été dit très justement, sous la Ve République, celui qui gouverne, c'est celui qui a gagné les dernières élections. C'est ça. Le président, lorsque il vient de gagner l'élection, le Parlement, lorsque le Parlement a gagné les élections. Et c'est ça la logique de la Ve République. Mais il y a quand même un système de contre-pouvoir qui permet qu'il n'y ait pas un pouvoir absolu de l'un des camps. Professeur, juste avant, je rebondis, pardon, pardonnez mon ignorance, mais il pourrait les bloquer jusqu'à la fin de son mandat? Non, il ne peut pas bloquer, il peut bloquer les ordonnances, mais ce qui relève du vote de la loi, ce qui relève de la compétence du Parlement, il ne peut pas véritablement le bloquer. C'est impossible. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs François Mitterrand. François Mitterrand avait dit ce qui relève du Parlement, et ce qui relève du gouvernement relève pour une part de moi. Monsieur le professeur, vous avez dit tout à l'heure, ce qui est admis, qu'il n'y a pas à proprement parler de domaine réservé présidentiel. Est-ce que, à votre avis, dans un rapport de force extrême, il pourrait y avoir une destruction complète de cette pratique présidentielle qui laisse entendre que le président de la République a la main sur certains thèmes fondamentaux, ou est-ce que ça risque de durer ? Mais écoutez, Philippe Bilger, je suis très heureux d'échanger avec vous. Moi aussi. Je dirais simplement que si l'on arrive à la crise maximum, on peut se trouver un peu dans la situation de MacMahon qui, en 1877, se trouve contraint de se soumettre ou de se démettre. C'est ça, d'accord. C'est une solution politique. Oui, parce que vous êtes constitutionnaliste, mais vous êtes également... elle n'est pas... on ne peut pas la couper et la séparer de la politique. La réalité, c'est que ce que nous sommes en train de voir, et là, on parle d'une majorité absolue avec Bardella à Matignon, mais c'est le même cas, peut-être encore pire, pas pire d'ailleurs, c'est la même chose, avec des majorités relatives. Il y a un moment donné, si vous voulez, les ressorts sont tellement remontés dans l'affaiblissement de la fonction du président qu'à un moment donné, que vous le vouliez ou pas, seule la démission peut s'imposer. Dans une semaine, un mois, 2 mois, en septembre, au premier budget, invotable. Qu'en pensez-vous ? Mais bien sûr, je crois que la solution, dans le cas d'un gouvernement, j'allais dire, qui ne se répondait que sur une minorité relative ou un gouvernement technique, il n'y aurait même pas, ce gouvernement n'aurait même pas une véritable légitimité. Donc je trouverais face à un président dont la légitimité est considérablement affaiblie et un gouvernement dont la légitimité politique est faible. Et donc, obligatoirement, démission. 0826 300 300 avec notre auditeur. Laurent, vous vouliez intervenir ? Alors j'ai envie de vous dire que comparé à mon coup de gueule du jour, on s'apprête plutôt à avoir du survivre ensemble en fait. Il est bon, hein. Oui, peut-être. Autre chose ? J'ai un peu de mal à voir comment est-ce que on va pouvoir... Alors, Emmanuel Macron est quand même quelqu'un de très joueur, on va pas se mentir, et même si j'entends effectivement la démission, et là pour une fois je suis d'accord avec Françoise, mais autant effectivement une démission serait peut-être logique, mais de quoi est-il capable en fait pour les 3 années à venir ? Vraie question. Bertrand Mathieu, vous avez entendu Laurent qui est notre vraie voix du jour. Finalement, est-ce que les 2 grands pouvoirs qui restent au président de la République, un dont on espère qu'il n'utilisera jamais, c'est le feu nucléaire, et le deuxième, c'est l'article 16 ? Oui, absolument. C'est l'article 16, mais les conditions de mise en œuvre de l'article 16 sont extrêmement difficiles à réunir. Il faut que les pouvoirs publics ne fonctionnent plus. Bien sûr. Et donc, on se trouverait dans un cas de crise majeure. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans un an, le président peut à nouveau dissoudre. Oui. Là, on a à vivre 1 an. Il y a 1 an à vivre dans ces conditions. Non, mais moi, je voudrais juste... Excuse-moi, oui. Professeur, je pense que l'enjeu va être aussi dans les nominations. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, au niveau des... Ça peut être des préfets, des ambassadeurs, des grands... à la tête de grandes administrations, la police, l'armée, surtout un préfet de police par exemple. Est-ce que vous pensez... Je pense qu'il va y avoir des marchandages nécessaires pour avoir un équilibre. Qu'en pensez-vous ?
Bien sûr. Alors l'expérience a montré, mais je rappellerai que quand on prend l'exemple Mitterrand-Balladur, on a un président de la République qui est affaibli non seulement par l'impossibilité ou par l'impossibilité physique de se représenter, mais aussi par son état de santé. Oui. Le problème, c'est que tout va se négocier. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est le gouvernement qui choisit les préfets, les ambassadeurs, les recteurs qui sont chargés de mettre en œuvre sa politique, mais il est évident que le président de la République disposera de la gomme, si je puis dire. On dit souvent l'exemple de la gomme et du stylo. Il disposera de la gomme et qu'il pourra rayer, ou tout au moins effacer un certain nombre de noms qui seront proposés par le gouvernement. Françoise de Gaulle. Professeur, moi, tout le monde fait comme si Jordan Bardella, allait avoir une majorité absolue, ce que je ne crois pas et ce que ne montrent absolument pas en plus toutes les enquêtes qui sont plutôt faites au cordeau, ça n'est pas le cas. Je pense que même la majorité relative, il n'en veut pas, il a bien raison de ne pas en vouloir. Ça veut dire derrière l'obligation d'un gouvernement entre guillemets d'union nationale qui est encore plus compliqué. Les deux sont compliqués, tout est compliqué. Moi, vous dites, il y a un an, avis comme ça. Vous savez très bien, et nous savons tous autour de cette table, qu'il y a une seule épreuve de vérité dans une démocratie, c'est le vote du budget. Et la réalité, en septembre, c'est pas dans un an, c'est dans 3 mois. La seule question qui va se poser, c'est le budget est voté ou pas. 49.3 ou pas? Non, c'est même pas 49.3. La France sans budget ou pas, vous savez très bien ce qui va se passer. Toutes les entreprises, elles auront raison, à un moment donné, vont dire, tout le business, tous les gens qui font la richesse de ce pays, parce que les grands groupes font aussi la richesse de ce pays. Moi, je suis pas en train de manger des milliardaires au petit déjeuner tous les matins. La réalité, c'est que vous savez très bien qu'à un moment donné, ce monde-là va dire stop et va rentrer de plein pied dans la politique. Ou pas? Oui, c'est tout à fait possible. Le problème, c'est qu'on a une situation où le consensus est quasiment impossible. Voilà. La fracture politique est telle que le consensus sera très difficile. Alors on peut imaginer à la limite un budget qui est voté en effet avec le 49.3 et avec quelques voix grappillées d'un côté ou de l'autre. Ou de DLR avec Aurélien Pradier par exemple. On voit bien pourquoi il fait ça, Aurélien Pradier. Oui, bien sûr. On peut imaginer un bricolage. Mais c'est vrai qu'on sera dans une situation qui sera pour le pays parfaitement instable. En fait, on gèle tout. On ne peut imaginer que de geler la situation. Oui, professeur, 3 blocs, on voit bien 2 blocs en tête et un troisième un petit peu à la remorque. Est-ce qu'il vaut mieux dans cette situation-là un politique ou le meilleur économiste de France, si vous voyez à quoi je fais référence? Vous nous mettez un coup de barre là. Écoutez, je crois d'abord que institutionnellement, et ma position n'est pas du tout de ce point de vue politique, il faudrait mieux qu'il y ait une majorité absolue, mais j'y crois pas beaucoup. Non. Institutionnellement, c'est fait pour fonctionner avec une majorité absolue. S'il y a un gouvernement de techniciens, il est évident que l'on va scruter à la loupe l'orientation politique de tel ou de tel. Et ça peut se poser pour des personnalités qui sont aujourd'hui un peu éloignées du terrain politique, mais qui ont eu un ancrage politique et qui ne seront pas forcément admises, dont la légitimité politique ne sera pas forcément admise. Il va être très difficile de trouver un gouvernement de techniciens qui soit finalement admis à défaut d'être soutenu. Merci beaucoup Bertrand Mathieu, professeur émérite de droit constitutionnel à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Laurent, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour. Laurent, vous êtes là ? Je suis là, je reste là et je vous accompagne. Un petit mot pour nos vraies voix dans le qui c'est qui l'a dit ? Avant de nous tabasser. Non, je ne me permettrai pas, chère Françoise. Je l'adore celui-là, alors déjà. Ou si vous n'avez pas de mots, je vous propose de lancer le jingle, la pub. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio et ce sera le qui c'est qui l'a dit. Bravo. Radio, votre avis. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Normalement, on s'engueule en direct pour faire de l'audience. Et ben nous, on le fait hors antenne. Comme ça, moi, c'est réglé. Mais on le dit, voilà. Dans le vivre ensemble. Et puis nous, on fait 2 cohabitations par semaine, le mardi et le jeudi, Cécile. Non, mais je suis la seule. Vous plongez comme une frite dans l'huile bouillante avec tous les droitiers de la terre. Mais je suis ravi. Heureusement que Cécile est là pour me soutenir par gentillesse. Il y a 5 cohabitations ici. Vous ne savez pas pour qui on vote, monsieur Philippe David. Les lucides et les aveugles. Bien sûr. Allez,
Je réponds même plus. Allez, Françoise de Gaulle est avec nous, Philippe Bilger et Bernard Cohen. Haddad et vous, Laurent, mon cher Laurent. Oui, je suis de retour avec vous. Vous êtes de retour. Il va nous tabasser. Allez-y, jetez ce jingle. Allez-y. Allez, dès maintenant, on joue ensemble au qui c'est qui l'a dit sur ce radio. Oh là là, j'ai peur. Il a une voix en plus. C'est pas possible. Laurent, vous voulez notre place, c'est pas possible. Je suis disponible cet été si vous le souhaitez. Mais pourquoi pas, avec plaisir. Moi, vous seriez surpris. Mais non, on est surpris agréablement, ce qui nous fait un peu. Bon, bref. C'est assez rare. Ça nous embête un peu, Laurent. Allez, on y va. Qui c'est qui l'a dit pour 2 points? Écoutez bien, c'est pour vous, Laurent. Emmanuel Macron ne démissionnera pas. Comment dire, il était invité ces derniers. Je passe, je laisse au bout de la langue. Elle était ce matin sur Sud Radio. C'est ça. Oui. Bonne réponse de Laurent qui engrange 2 points. Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité. On peut lui faire confiance alors. Qui c'est qui l'a dit? Méchante. Qui l'a dit à 2 points? Il faut empêcher que les descendants de Pétain puissent ruiner ce qui est l'apport de la Révolution française, du Front populaire, du Conseil national de la résistance. Ah, je sais, je l'ai vu. J'ai envie de dire Yann Rossa. Non. C'est Manuel Bompard. Non. C'est une femme. Non, c'est une femme. C'est Sandrine Rousseau. Bonne réponse, Clémentine Autain. Philippe Bilger Clémentine marque 2 Autain, points. ex-députée La France Insoumise. Question qui c'est qui l'a dit de 2 points sur le RN en tête des sondages. Vladimir Poutine doit être en train d'ouvrir le champagne à cette heure-ci. Laurent. Pas François Hollande, c'est François Bayrou. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'il est bon, il est bon, hein, il est excellent. Il a écouté Bayrou. C'est vrai que pour le coup, François Bayrou, j'avais du temps à perdre. Je vais vous dire une chose, on a beaucoup de pauses, vous devez voir comme auditeur du jour. Laurent, la garde-robe est là. non seulement il va remplacer Philippe et moi, mais il va remplacer. Je peux remplacer. Vas-y. On t'est remplacé là déjà. J'ai plus envie. Qui c'est Cécile, je vous rassure de suite, si vraiment vous avez besoin de remplaçants pour cet été, mais juste pour l'été. Le reste, j'ai un job le reste de la saison. Merci beaucoup. Vous pouvez partir en vacances tranquille. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Alors ce n'est pas un homme politique, c'est un chanteur. Avant de revenir, je me suis demandé si mon style était dépassé. Alors pour tout vous dire, Laurent, c'est un rappeur. Doc Gynéco? Non. Joe Star. Bonne réponse de Philippe Bilger, le grand rappeur des vraies voix. Mais c'est Solar. Philippe Bilger, c'est le rappeur des vraies voix. Là, moi j'ai une question Parce que parfois il y a du people et moi je vais voir toutes les déclarations le matin et lui dire moi j'aime bien MC Solar. Écoute-moi, tu peux répéter ce qu'il a dit parce que j'ai pas retenu, s'il te plaît. Avant de revenir, je me suis demandé si mon style était dépassé. Il est génial. Il va faire un gangster moderne. J'ai une Bayrou de recyclette, moi. Allez, on n'en comprend pas ce que vous dites. Question qui c'est qui l'a dit 2 points. Emmanuel Macron ratatine la démocratie. Laurent. J'aurais dû dire Carole Delga. Non, bonne réponse, Gérard Larcher, Philippe Bilger. C'est du même tonneau. Hein. Allez, non, plus le temps. Eh bien, écoutez, il y en a 2 qui sont Fanny, c'est ceux qui sont de bon côté. Françoise de Gaulle et Bernard Cohen-Haddad. Laurent, 4 points, c'est très bon. Et Philippe Bilger, Imperator Est, 7 points. Bravo. Il n'a même pas triché. Quel lecteur. Dans un calme absolu. On n'a même pas contesté, tu vois. On est obsédé par autre chose en ce moment. Les amis, nous disons malheureusement au revoir. À Laurent. Au revoir. Mon cher Laurent. Laurent. C'est un réel plaisir de passer cette heure avec vous, les amis. Eh ben, on a adoré. Vous êtes ici, chez vous. Vous revenez quand vous voulez, mon cher Laurent. On vous souhaite de très bonnes vacances en direct sur Sud Radio. Et à très bientôt. Merci d'avoir participé dans Les Vraies Voix. Dans quelques minutes, le tour de table de l'actu de Philippe Bilger. Le four à pizza ignominieux de Delogu. Et avec vous, Bernard Cohen-Haddad. Les JO, moi j'aime les JO. Alors est-ce que ça va être la fête ou la cata? Avec Françoise de Gaulle. Record de participation, record de procuration. Au moins, Emmanuel Macron aura réussi un truc, la mobilisation électorale, c'est génial. Et c'est leur tour de table de l'actu, c'est dans quelques instants. À tout de suite. Au revoir. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans cette deuxième partie de cette émission folle, dingue, comme à chaque fois. Philippe Bilger, il n'est pas le dernier, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ah non, je suis calme.
C'est vrai, il attend la victoire. Regardez la tête d'ange là. Regardez si vous nous regardez sur notre chaîne YouTube. D'apaiser François. Non, moi je suis en pleine forme. C'est un exploit. Je suis en pleine forme. J'essaie simplement j'essaie de le protéger de ses illusions pour le 7 juillet. C'est ça surtout. Et Bernard Cohen Haddad est dans un instant. On va vous parler de quoi, Félix? Vous savez, on vous a parlé tout à l'heure du nouveau Front Populaire et de sa vidéo programme chuchoté en ASMR. Eh ben en fait, c'est quoi l'ASMR? On va en parler avec un YouTuber spécialiste du sujet. Et qui fait des bruits comme ça. Allez. Les vraies voix Sud Radio. Et comme d'habitude, ça va pas être en ASMR, je vais remettre le clocher au milieu du village. Et aujourd'hui, ce n'est pas le village gaulois d'Astérix, mais plutôt, au choix, la Potsdamer Platz à Berlin ou la place de Brucker à Bruxelles. Pourquoi? Parce que le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré, je cite, que la prochaine Commission européenne devrait conclure davantage d'accords de libre-échange avec des pays tiers, même sans exiger un consensus unanime entre les États membres de l'UE. Nous n'avons pas confié la responsabilité de la politique commerciale à l'Europe pour qu'aucun accord ne soit conclu, mais pour qu'un plus grand nombre d'accords soient conclus. Ce n'est pas le cas actuellement et c'est inacceptable dans la situation géopolitique dans laquelle nous sommes. Bref, alors que nombre d'électeurs européens ont dit dans les urnes il y a moins de 3 semaines que la politique de libre-échange débridée voulue par Bruxelles ne leur convenait pas, on en remet une louche sans leur demander leur avis. Nos agriculteurs qui se plaignent à juste titre des accords de libre-échange qui les tuent vont apprécier, mais peu importe leur désespoir, ils ne pèsent rien dans la balance face aux industriels allemands. Et pour que la fête soit complète, on a appris en début de semaine l'ouverture des négociations d'adhésion à l'UE de l'Ukraine et de la Moldavie. Bref, Jean-Louis Barrot avait raison, il avait été d'ailleurs repris par Coluche, quand il disait « La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours ». Philippe Bilger. Votre ton brillamment indigné me fait perdre de vue un peu le fond de ce que vous dénoncez. Il m'avait rien compris. On n'a rien compris à ce que tu as raconté. C'est que le chancelier allemand, il veut qu'on fasse des accords de libre-échange sans demander l'avis à certains pays européens. Et c'est-à-dire avec l'avis... C'est-à-dire l'avis de la France, il s'en fout, c'est les intérêts de l'Allemagne qui priment, voilà. Non, mais c'est pas... il n'y a pas... si, il l'a dit comme ça, je l'ai... Pas le décider seul. Non, mais il demande à la communauté, à la commission de décider toute seule. Non, mais sans avoir l'unanimité. Non, mais alors, d'abord, c'est mal connaître. Vous l'avez pas convaincu. Il le fait. Non, mais Olaf Scholz, c'est pas. Il y a des accords de libre-échange et vous le savez très bien qui sont bons parce qu'il y a des accords de libre-échange qui sont en miroir. Nous ne sommes pas un village et l'Europe n'est pas une île isolée du reste du monde. C'est ce qu'il veut, c'est le Mercosur. Non, mais bien sûr qu'il veut le Mercosur et de toute façon, nous savons tous très bien que c'est la bataille perdue pour le Mercosur. Moi, évidemment, j'ai soutenu la liste Glucksmann qui est contre les accords de libre-échange. Il y a les LFI qui étaient contre. Il y a également la droite qui était contre, François-Xavier Bellamy, etc. Évidemment qu'on sait très bien qu'on y va directement dans le Mercosur. Évidemment qu'on sait très bien que Emmanuel Macron nous a roulé dans la famille en disant je suspends le Mercosur. Évidemment, nous le savons. Donc la réalité, c'est le rapport de force du Parlement européen. C'est ça le sujet. Il est installé le 15 juillet, on verra. Oui, le rapport de force et la protection de nos activités industrielles et commerciales. Ouais. Merci beaucoup Félix, Philippe, David. Tout de suite, c'est vous. Vous avez compris là, Bilger? Mais il a été très convaincant dans l'indignation qu'il a manifestée après. Taisez-vous, écoutez ce qu'il a à dire. On va vous parler de la vidéo en ASMR des dirigeants du nouveau Front Populaire. Tentez de comprendre de quoi il s'agit, ces petits bruitages qui caressent l'oreille, ces mots murmurés comme pour apaiser l'interlocuteur. On l'entendait tout à l'heure, vous vous souvenez, Marine Tondelier, Olivier Faure, Sandrine Rousseau, Yann Brossa ou encore Manon Aubry qui se sont mis donc à l'ASMR pour décliner leur programme. Augmentation du SMIC à 1 600 €. Blocage des prix des produits de première nécessité. Alors, les toutes premières vidéos en ASMR sont apparues il y a environ une quinzaine d'années. Le phénomène a fait boule de neige. On va tenter de le comprendre avec un spécialiste, Florian Boulot, créateur de la chaîne YouTube Paris ASMR. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Est-ce qu'on peut dire que ça se veut quasi thérapeutique, ces vidéos, un peu comme de la relaxation ou de l'hypnose, quelque chose comme ça ? C'est la première visée, effectivement. L'ASMR, c'est pas vraiment une technique, c'est d'abord une sensation physique qui se déclenche quand elle veut, parce que le système nerveux est aussi autonome. C'est une sensation qui est extrêmement agréable et c'est pour ça qu'il y a énormément d'auditeurs sur Internet.
Mais qu'est-ce que ça peut générer, par exemple, sur... là, c'est une vidéo politique, mais à des fins politiques, mais qu'est-ce que ça peut générer chez ceux qui vont voter ? Je pense que c'est tout simplement en fait un biais de communication. Vous savez, le marketing s'est emparé de l'ASMR depuis des années parce qu'ils savent que c'est une cible, c'est certes une niche bien sûr, hein, mais ils savent aussi que c'est d'abord un auditoire extrêmement fidèle. Mais je pense que c'est aussi une question de visibilité. Et puis il y a peut-être aussi l'idée que la narration chuchotée, puisque là il s'agit de chuchotement, il y a un petit peu de parodie, mais il y a aussi l'idée que le chuchotement met en valeur d'une certaine manière, c'est quand même un contenu assez insolite, et puis c'est aussi une première, et je pense que là pour le coup c'est assez réussi, puisque la visibilité de la vidéo est assez impressionnante. Comme même dans le murmure amoureux, j'ai une voix de stentor, il va falloir que je progresse. Non mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que moi, c'est vraiment, comment dirais-je, ma sensibilité politique. Quand j'ai découvert cette vidéo, j'ai fait c'est bizarre, et en même temps j'ai commencé alors évidemment je suis entouré que de trentenaires, c'est hyper classe, c'est très beau, les bruits, notamment moi plus que ce qu'ils ont dit, c'est les bruits, et je me suis dit quand même c'est incroyable, j'étais très étonné j'attendais de voir si elle serait très vue, et je pense qu'on est quasiment à plus d'1,8 million de vues, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est qu'on vit une période tellement tendue, on entend les gens se crier dessus à la radio, il y a une violence dans les propos, et je trouve que cette vidéo arrive à point nommé. D'une certaine manière, je trouve que chuchoter finalement dans ce brouhaha, dans cette violence, c'est aussi une manière de réussir à communiquer. Et bien c'est une façon aussi d'attirer, c'est-à-dire de tendre l'oreille, c'est-à-dire qu'on écoute mieux, absolument. on entend et on écoute mieux. En fait. Moi j'ai deux petites questions aux spécialistes. Est-ce que ça va entraîner une adhésion supplémentaire de non-convertis ou non-convaincus ? Est-ce que c'est pas... Attendez, la deuxième, si vous voulez. Est-ce que c'est pas une façon non plus de nous endormir face à ce programme dangereux ? Oh, ça y est, j'attendais. Il est surtout là pour nous expliquer. Allez, on le laisse répondre, s'il vous plaît. Alors bien sûr, moi je représente pas du tout le parti politique en tant que tel, mais je suis très attentif parce que je crée ce type de contenu depuis 10 ans, et je trouve que ça montre à quel point aussi la l'ASMR permet d'obtenir une écoute. Je pense pas que ça soit pour endormir, puisqu'au départ, on se reconnecte à son corps. Hein. Quand on écoute de la ASMR, des vidéos ASMR, on ressent une sensation physique. Alors bien évidemment, là, le but, il est pas relaxant. Je pense que le but, c'est de se faire voir et de trouver un biais de communication qui soit différent. C'est en ça que ça... Donc, je pense pas que ça soit du tout pour endormir les consciences. Bien au contraire. Et j'ai oublié la première question. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette vidéo, elle a été écoutée dans sa totalité, en fait. On est allé forcément jusqu'au bout pour comprendre et qui sera derrière. Donc c'est ça qui est incroyable, hein, je suis d'accord. Et les vraies vidéos d'ASMR à la base, ça se voit dans le cerveau de celui qui écoute. Quand on fait de l'imagerie. Bien sûr, à partir d'IRM fonctionnel, par exemple, on peut se rendre compte qu'il y a des zones du cerveau, reliées notamment aux 5 sens, qui se mettent en relation, qui se connectent de manière simultanée, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ah bah ça m'intéresse pour moi, ça m'intéresse, parce qu'il y a des trucs qui sont pas connectés chez moi. Je pense que c'est pas mal pour Philippe Bilger aussi, parce qu'il a que des points d'interrogation depuis que vous parlez. C'est un truc. C'est pour vous dire que ça pourrait vous relaxer et avoir des effets. Ça va être l'heure du tour de table de l'actualité des vraies voix. C'est génial. Merci beaucoup. En tout cas, Florian Boulot, créateur de la chaîne YouTube. Si vous pouvez faire une formation à François Devoix. Et laissez-moi parler, s'il vous plaît. Créateur de la chaîne YouTube Paris ASMR. Je vous incite à écouter, en tout cas, ces vidéos. Merci mille fois, en tout cas, Florian Boulot, d'avoir été avec nous. On reste ensemble et on revient dans un instant avec le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Sud Radio, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ce duo, Philippe David. Philippe et David. Oui, ça en fait 2. Puis si vous mettez mes prénoms au milieu, ça en fait 4. Alors ça fait beaucoup. C'est fou. Ça va, Philippe David. Oh, ça va, tranquillement. On est content. Ouais. Mais nous aussi, on est content. On est content de vous avoir, Philippe Bilger. On est content d'avoir Françoise Devoix. Il a une belle montre, non? Oui, il a une belle montre. Elle est chouette, c'est un cadeau. Je l'ai vu hier, déjà. Avant-hier aussi. Bernard Cohen-Haddad est avec nous aussi. Si je peux dire bonjour à nos... voilà. Et ça y est, vous pouvez parler de sa montre. Vous ne trouvez pas qu'elle fait un peu bling-blang, non? Ah non, elle est belle. Elle est chic. Non. Pardon. Mais c'est pas une Rolex, hein. Donc j'ai raté ma vie à 57 ans. Vous le dire. Surtout, ça viendra. Non, c'est une Molex. C'est une Molex. C'est une belle entreprise d'ailleurs, Molex, dans le sud-ouest. Super belle entreprise. Oui, magnifique. Et le tour de table de l'actu des vraies voix, c'est une belle entreprise aussi. On l'écoute.
Apporte-moi seulement de quoi lire. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance? Bon, je peux pas vous laisser dire ça parce que si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Il a lu un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là. Comment vous dire? J'en ai rien à foutre. Le tour de table. De l'actualité. Ode à Françoise de Gois, Philippe Bilger. Quel festival. C'est sur le clip de Sébastien Delogu que vous voulez réagir. Oui, alors, bon, en général, je ne suis pas systématiquement hostile. Je déteste les accusations un peu rapides d'antisémitisme, mais là, quand je vois Sébastien Delogu, le clip qu'il a fait, Philippe... Alors c'est un député LFI des Bouches-du-Rhône, on le dit, rappelle, comme on ne le connaît pas. À un moment donné, il y a clairement un four à pizza. Une pizza où il y a marqué pizza au four. Et sans avoir mauvais esprit, connaissant un peu le passé même récent de ce député Delogu, je trouve que là, ça dépasse ce que j'appellerais l'ignominie ordinaire. Et je m'interroge sur le fait que l'ignominie, elle a cette particularité odieuse d'être inépuisable en réalité. On croit qu'elle va s'arrêter, mais des esprits pervers peuvent puiser dedans, et demain on pourra trouver quelque chose encore de plus grave, pas forcément à LFI, ailleurs, et c'est tout à fait déprimant par rapport à l'humain. Françoise de Gois. Moi, je pense qu'il y a toujours... c'est Gandhi qui disait le bien avance à la vitesse de l'escargot, mais il gagne toujours. Et ça, c'est ce que je pense, c'est ma croyance. Donc, j'ai pas votre désespoir existentiel sur les êtres humains. Revenant à Sébastien Delogu, ça fait évidemment partie des députés. Personne ne peut imposer à une formation dans le nouveau Front populaire d'investir ou pas. Ils ont réussi quand même globalement sur Julien Bayou et sur Adrien Quatennens. Delogu, ça fait partie des croix, si vous voulez, à porter. Évidemment que j'aimerais, moi, et je le dis très clairement, que les électeurs fassent la peau politiquement à Sébastien Delogu. J'ai une liste personnelle sur laquelle je mettrai lui en premier, David Guiraud, Erzile Assoudé, il y en a 15 en gros. Voilà, il y en a 15. Je n'ai aucun pouvoir, moi, de faire en sorte que, mais j'espère, ce clip est ignoble, on est dans la lignée, en plus des dernières déclarations de Rima Hassan, etc. Donc ça, j'aimerais tellement que les électeurs se chargent du travail que nous ne pouvons pas faire. Bernard Cohen-Haddad. Oui, Philippe disait ignominie inépuisable, c'est surtout l'antisémitisme de ces gens-là qui est inépuisable. Et j'ai l'impression que c'est plus à la hauteur de l'antisémitisme, le corpus antisémite de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la... Mais non, c'est pas pareil, François, c'est libéré. Avant, c'était l'antisémitisme des intellectuels, là on est dans l'antisémitisme des médiocres. Non, je le dis, non, c'est pas, on le voit bien. C'est un peuple entier qui est antisémite pendant la on n'est plus dans les Barrès et compagnie, ni dans les députés du Front qui étaient avant et qui allaient le 6 février 34 devant l'Assemblée nationale. On est sur un antisémitisme qui est ignoble, qui est médiocre, qui est islamo-gauchiste, je tiens à le dire, et qui tout simplement vise à l'éradication des juifs. Et là, moi, je suis remonté pour être un juif laïque, je vous le dis. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause, on revient dans un instant avec le tour de table de l'actu de Françoise de Gois et de Bernard Cohen-Haddad. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Alors, dans ma valise, j'ai mis ma robe, trouvée en solde sur Zalando, check. Mon maillot, trouvé en solde sur Zalando, check. Mes lunettes de soleil, elles sont où mes lunettes? Ah oui, elles sont encore sur Zalando. Bon, heureusement, c'est encore les soldes, avec jusqu'à moins 60% sur toute la mode d'été. Allez, hop, les lunettes, check. Remise valable sur le prix d'origine. Détail de l'offre sur l'application Zalando et sur zalando.fr. Check égale validé. Grand frais. Oui, bonjour, c'est le capitaine. Bon, pour la traversée jusqu'à New York, je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont de délicieuses moules françaises. Je peux vraiment pas louper ça. Bon, en même temps, vous prenez le premier iceberg à droite et après, c'est tout droit. Voilà. Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, les moules de filière Label Rouge sont à 4,99€ le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Label Rouge, élevé en France. Sud Radio Aubagne. 95.1. Sud Radio.
Quand on paye un crédit immobilier et l'assurance qui va avec, pour le budget travaux, ça devient difficile. Ah ouais, je confirme. Mais il y a une solution pour être bien protégé et même économiser. Évidemment, ils ont toujours une solution. C'est choisir l'assurance de prêt Cardif, une protection solide, à un prix compétitif et 100% en ligne. Bien sûr. Au lieu de m'interrompre, vous gagneriez à faire un tour sur Cardif.fr. Vous m'entendez dans la radio? Oui, très bien. Ah pardon. Cardiff, groupe BNP Paribas. Simplifiez-vous l'assurance sur Cardiff.fr. Cardiff Liberté Emprunteur est assuré par Cardiff Assurance Vie et Risques divers. Entreprise régie par le Code des assurances. Voir conditions sur Cardiff.fr. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Chez But, il y a un truc qui donne 10 fois plus envie de se faire plaisir. Tout de suite, là, maintenant, 10 fois plus, chez But. En ce moment, chez But, profitez du crédit gratuit sur 10 mois et réglez vos achats en 10 fois sans frais. Offre valable à partir de 300 €. Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 800 €, 10 mensualités de 80 €. TAEG fixe 0%. Montant total dû 800 €. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Les produits laitiers bio sont 100% bio. Logique. Ils sont issus de vaches bio. Logique. Qui broudent dans des prairies 100% bio. Logique. Bref, dans les produits laitiers bio, tout est bio. Logique. Et magnifique, leur prix n'est pas astronomique. Alors n'hésitez plus. Choisissez les produits laitiers bio. Rien n'est plus logique. Pour nous, pour la planète, ayons le bio-réflexe. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Je pourrais vous en dire long sur Debar Automobile, spécialiste de l'importation depuis plus de 25 ans. Offre très performante sur les véhicules neufs et d'occasion, reprise, financement, rachat de véhicules cash. Mais, entre nous, quoi que je vous dise, le mieux, c'est de vous rendre dans la concession Debar la plus proche. Retrouvez toutes vos concessions sur debarautomobile.com. On ne va pas chez Debar par hasard. Carrefour. Quand vous me dites, alors moi les soldes, j'attends ça toute l'année. Eh bien, ça me donne envie de vous dire que c'est le début des soldes chez Carrefour, avec jusqu'à 70% de remise immédiate sur tous les vêtements, la puériculture et le linge de maison signalés en magasin. Génial! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Jusqu'à épuisement des stocks, liste et magasins participants sur carrefour.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Françoise Degois et Bernard Cohen-Haddad. C'est l'heure du tour de table de l'actualité et c'est à vous, Françoise Degois. Je vais aller très vite parce que je pense qu'on peut se réjouir au moins d'une chose dans cette période qui est très complexe, mais qui quand même pour moi est forte parce que c'est une période de dispute républicaine très puissante. C'est la participation. L'IFOP nous dit 66% ce soir, c'est énorme, ça va faire partie des records à battre, 78% en 1986, année la proportionnelle. On est à 66%. Si on monte encore un peu, on peut imaginer qu'on va toucher les 70%. Première exemplarité des Français. Les Français sont au rendez-vous démocratique. Et alors, bon, qui vote RN, qui vote Front Populaire, qui vote je ne sais pas, je m'en fous. Même blanc, même rien. Mais ils sont là. Ah ça me plaît. Moi, je trouve ça magnifique. Deuxième indicateur, 2 millions de procurations. Jamais vu. Alors bien sûr, il y a peut-être les vacances et l'heure, mais on a déjà voté en juin. Beaucoup chez les Français de l'étranger. Et alors, mais quand même, vous vous rendez compte quand même que dans c'est pour ça que dans le chaos, il y a toujours la lumière. Moi, je trouve que dans ce chaos, cet abîme qu'a ouvert Emmanuel Macron politique, eh ben, il y a la lumière des Français. Et c'est pour ça que je vous dis que par rapport à ce que Philippe dit sur les manifs, la contestation, je suis absolument certaine, quel que soit le résultat, je vous le mets sur mon billet, vous aurez peut-être des manifs, il n'y aura pas de la guerre civile annoncée par Emmanuel Macron. Ce qui se passe dans ce pays, avec cette participation annoncée et ces procurations, c'est très emmerdant de faire une procuration, vous pouvez pas la faire sur Internet, par exemple. Il faut aller au commissariat. Ça fait un super effort. Et ben, ce qui se passe dans ce pays est en train de démontrer justement que le verdict des urnes sera respecté. Pour moi. Je vous reprends, les Français de l'étranger peuvent les faire par Internet. C'est les seuls. Et puis, surtout, on nous a indiqué, Françoise, qu'on peut faire très très rapidement les procurations. C'est très fabuleux. Je vous assure que c'est long. Non, mais moi, je sais déjà, moi je vote pour une personne, il a galéré vraiment pour la faire, etc. C'est long parce qu'il y a la queue au commissariat. Mais ça veut dire... Vraiment, ça veut dire la maturité quand même de ce pays. Mais surtout, ça me paraît, c'est beau. Moi, je trouve ça beau. Quel que soit le résultat des surtout, ça veut dire que les Français ont été longtemps frustrés de voter. Les Européennes ont ouvert la brèche. Avec une bonne participation. Voilà. Ça a monté. Et puis, évidemment, les législatives, Françoise a raison, vont montrer qu'on a été privé. C'est pas que privé de voter, privé de choisir, de faire un bon choix. C'est ça. Oui, parce mais que on n'a pas pu s'exprimer. Si, on avait le droit de voter pour ou contre, mais il n'y avait pas
comme il y a aujourd'hui une capacité d'espoir, de changement, d'enjeu. Moi, je suis un peu comme François, je trouve que c'est un formidable positif. Néanmoins, respecter le vote des Français, quel que soit le choix. Moi, je suis sûr. Ça, c'est extrêmement important. Vous verrez. Et si vous me le permettez, mais ça, c'est ma crèmerie, protéger leur économie, c'est aussi important. Mais je vais poser une question très courte. Est-ce que finalement, c'était pas mal à l'époque du septennat, parce qu'il y avait des élections au bout de 5 ans, ou 3 ans, ou 2 ans, et ça faisait une respiration démocratique, Philippe, alors que là, il se passe rien pendant 5 ans. Vous prêchez une convertie. Moi, c'est la seule fois où j'ai été jupéiste, sauf sur la loi sur la laïcité, parce que c'est lui qui l'a porté avec Fabius. Eh bien, c'est quand il avait proposé le septennat non renouvelable. Moi, je trouve que c'est génial. Ça veut dire que vous élisez quelqu'un ou quelqu'une pendant 7 ans. Qui n'est pas dans le calcul. Voilà, exactement. Qui ne se concentre qu'à sa tâche pendant 7 ans. Je trouve ça vraiment. Il y a le quinquennat et l'inversion du calendrier, parce qu'on pourrait effectivement faire voter les législatives avant la présidentielle. Justement, Bernard, puisque c'est vous qui avez la parole, justement sur les JO. Oui, alors moi, je suis. À moins de 30 jours des JO. Nous aussi. Voilà, je suis. Là, je regardais exactement parce que je voulais sortir de la politique qui nous prend et qui nous intéresse et qui nous passionne. Mais moi, je suis pas comme notre ami Philippe David, un spécialiste des sports, mais j'aime le sport aussi. Oui. Et je me dis, c'est quand même dommage. Est-ce qu'on va avoir la fête populaire, la fête dans les rues? À Paris, mais au-delà, dans toutes les villes où il y a des épreuves, parce que c'est ça quand même, c'est pas à Marseille, à Châteauroux, il y a du tir. Ou est-ce que ça va être la pagaille? Et c'est ça aujourd'hui qui m'interpelle. Je me dis, la pagaille ou la chape de plomb? Non, je veux dire la cata, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir des grèves, est-ce qu'on va avoir la capacité de ne pas pouvoir se... Est-ce qu'on va avoir des attentats? Vous vous souvenez ce qu'on disait, la folie de l'ouverture? Est-ce qu'on a envie de cette fête quand même? Il y a des étrangers, il y a des Français qui vont se déplacer. On n'a pas des places, nous les petits, les pauvres, ce que j'appelle ceux qui n'ont pas les moyens de se payer 2000 € une place. Moi, j'ai pas de place. Mais j'ai envie de participer à cette fête dans les rues, auprès de mes commerçants, auprès des artistes, dans les territoires, de regarder à la télé. C'est un super mouvement quand c'est à l'étranger d'habitude, c'est un super moment. D'y aller le cœur léger. Mais oui, et là je me dis, écoutez, c'est pas forcément gagné. Moi, mais là, Bernard, peut-être que vous êtes trop pessimiste tout de même. Non, mais les risques sont tout à fait évidents. Mais je crois tout de même que peu à peu, une sorte d'adhésion... Avec quel ministre de l'Intérieur ? Non mais moi, alors je suis. Moi, je le dis d'autant plus volontiers que je serais parti. Ouais, je rejoins ce que dit Cécile, qui a dit un truc super. Tout ce que vous dites est vrai, Bernard, mais Cécile dit le cœur léger. Et figurez-vous que ce qui m'intéresse dans tous les sondages IFOP et tous les sondages, c'est l'état du cœur des Français. Jamais la France n'a été aussi inquiète. Et elle n'est pas du tout inquiète pour le terrorisme, elle n'est pas du tout inquiète pour les jeux, elle est inquiète de la situation politique. Et c'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que le cœur léger dont parle Cécile, ça va être de toute façon... Quel que soit qui gagne, ça va être une France, c'est pas coupée en 3, déchiquetée de toute façon, parce que il y a un camp qui ne représentera que 30%, c'est même pas 52 pour une présidentielle, tu vois ce que je veux dire? C'est un camp qui va représenter un tiers, et tout le reste, avec ce que ça signifie, si c'est le RN, c'est 65% de Français qui vont avoir honte, si c'est la gauche, c'est 65%, honte vraiment d'être gouverné par l'extrême droite, évidemment, sinon ils voteraient pour l'extrême droite et elle serait à 60%. Ils ont pas honte en Italie. Mais c'est la honte quand même, voilà. Donc c'est pas l'Italie, la France. Et en fait, je veux dire, c'est plutôt ça le sujet. Le sujet, c'est ce que disait Cécile, le cœur léger. Au-delà des attentats, ils y pensent même pas, les Français. Ils pensent à qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on envoie à ce pays, dans un sens ou dans l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, c'est multifactoriel, Françoise. Il y a plein de sujets qui se percutent. Je suis d'accord. Mais l'inquiétude principale pour les Français, elle n'est pas sur est-ce qu'il va y avoir, en ce moment, elle n'est pas sur est-ce qu'il va y avoir un attentat. Elle est sur où est-ce qu'on est le 8 juillet au matin. Mais déjà, il y a beaucoup de Français qui n'auront pas de vacances puisqu'ils vont travailler pendant les JO. Donc voilà, que ce soit les policiers, les médecins, les urgentistes, les commerçants. Voilà, c'est intéressant. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de cette situation. Est-ce qu'on est dans un chaos? Est-ce qu'on est dans une... Vous ne savez même pas. Moi, l'inquiétude centrale que j'ai, elle peut être politique. C'est le fait que j'ai le sentiment qu'on n'a pas un pouvoir
qui rassure. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et en fait, l'idée, on en parlait tout à l'heure avec Philippe en rigolant, en disant de toute façon tout est possible à ce stade-là. Je veux dire, tous les ressorts de la tragédie sont remontés. Qu'est-ce que vous savez qu'on n'est pas en présidentielle anticipée pendant les Jeux? Vous n'en savez rien. Si les Jeux. Vous n'en savez rien. Si c'est pas Gérard Larcher qui fait la présidence de l'intérim et un nouveau Premier ministre, vous n'en savez rien. Hein, rien du tout. Jusqu'à 20h30, quand j'ai commencé à avoir mes SMS et que j'ai alerté les copains, je pouvais même pas imaginer qu'il y aurait une dissolution. Et 5 minutes avant à l'antenne, je dirais mais non, pas une dissolution. Je disais ça. On disait tous ça. Donc nous ne savons rien. La période nous oblige à se dire que en fait. On rentre dans un truc, on sait rien, ce qui explique le cœur pas forcément léger. Eh ben, merci en tout cas de ces sujets, mes amis. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix avec François Hollande, candidat nouveau Front Populaire, qui affirme qu'il faut une personnalité de consensus. Tiens donc, à qui pense-t-il au poste de Premier ministre? Mais il assure qu'il n'a pas sa place pour Matignon quand même. Alors, parlons vrai. Est-ce que le retour d'Hollande a été une surprise pour vous? Est-ce que vous l'imagineriez devenir le premier président de la République qui devient Premier ministre? Et à cette question, en cas d'assemblée ingouvernable, Hollande peut-il diriger un gouvernement d'union nationale? Vous dites non à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On en parle avec nos vraies voix dans un instant. Et vous, on vous attend. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Françoise Degois et Bernard Cohen-Haddad. C'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et je pense que la coexistence d'un président et d'un Premier ministre est devenue très difficile à comprendre dans le fonctionnement des institutions. Donc je pense qu'il faudra un jour clarifier cette situation, parce que le président est la clé de voûte, mais doit avoir des contre-pouvoirs face à lui qui l'encadrent, qui l'empêchent, qui le surveille, qui le contrôle, parce qu'il est très important que les corps intermédiaires, les élus des territoires, les syndicats, les organisations professionnelles, et a fortiori le Parlement, issu du suffrage universel lui-même, puissent être un contre-pouvoir. Et c'était en 2018, souvenez-vous. François Hollande se voit donc aujourd'hui jouer un rôle en cas de blocage après les élections législatives. L'ancien président estime qu'il lui reviendrait de trouver des solutions en cas d'assemblée ingouvernable. Compte tenu de ses fonctions passées, des nouvelles législatives n'étant pas possibles durant 1 an. Après une dissolution, François Hollande estime qu'il faudra trouver un chef de gouvernement pour diriger un programme minimum. Suivez mon regard. Parlons vrai. Pour Hollande, serait-ce une revanche sur Macron vu leur contentieux depuis la présidentielle de 2017? Croyez-vous en François Hollande comme homme providentiel ou homme de recours? Et à cette question, en cas d'assemblée ingouvernable, Hollande peut-il diriger un gouvernement d'union nationale? Vous dites non à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Alors vous le disiez, Françoise, on revient directement vers vous parce que vous donniez hors antenne peut-être des situations, des scénarios différents. Qui ne sont pas sous nos yeux du grand public, mais qui existent. C'est-à-dire qu'il y a 2 solutions. Soit Jordan Bardella, je vais aller vite pour laisser la place aux copains, soit Jordan Bardella a une majorité absolue, il n'y a plus de discussion. Le plus vraisemblable, et c'est probablement ce que les calculs que font l'Élysée, les stratèges de En Marche et d'Ensemble, et de la gauche, c'est que il va y avoir une majorité relative dominée évidemment très largement par le front de gauche. Donc Emmanuel Macron, évidemment le 7 juillet, c'est un scénario. Il est possible que Bardella gagne la majorité absolue. Va dire, je vous demande les blocs de vous entendre. C'est-à-dire le bloc de gauche, 200-210 fauteuils, Renaissance 80, Aurélien Pradier qui a fait lui-même sa rupture avec LR, qui pourrait rejoindre cette coalition nationale projet de loi par projet de loi. Avec 40 députés. Oui, pour passer des projets de loi, ça aide, évidemment. Et en fait, Emmanuel Macron est déjà en train de tester. En fait, ce que les gens ne voient pas, mais il est déjà en train de tester des noms auprès des formations politiques. Il y en a 3 noms. Il y a Jean-Yves Le Drian, il y a Bernard Cazeneuve et il y a François Hollande. Arithmétiquement parlant, vous savez qu'après les groupes votent, il est évident que Jean-Yves Le Drian et Bernard Cazeneuve seront immédiatement retoqués par l'ensemble de la gauche. Ça, personne n'en veut, c'est juste épidermique, etc. Tout comme Gabriel Attal, tout comme Édouard Philippe. Qui est-ce qui est au barycentre, dont le surnom est Culbuto? Vous comprenez ce que
que je veux dire. Qui est l'homme qui possède le plus grand art du rebond dans l'histoire de la vie politique française des 30 dernières années? C'est François Hollande. Qui est-ce qui est capable, dans une majorité parlementaire chaotique, d'aller chercher projet de loi par projet de loi des majorités? C'est évidemment lui. Mais ça pose un problème parce que la gauche, elle en veut à Hollande et elle a raison d'en vouloir. Hollande avait 5 ans, il avait tout et il a tué quasiment la gauche. Philippe Bilger. Je ne doute pas de ce qu'a entendu ou de ce qu'analyse Françoise, mais je me demande... c'est la vérité de ce que fait Macron. Mais je me demande si vous n'êtes pas en train de plaquer de manière excessivement cohérente sur une situation politique des choses qui vont profondément nous surprendre demain. Je ne crois pas une seconde qu'Emmanuel Macron, après avoir montré à quel point il a commis le pire avec cette dissolution dans une sorte d'activité ludique et à la fois suicidaire, et donc puisse imaginer un scénario qu'il... sur lequel il réfléchirait et qui se terminerait par exemple par François Hollande qui deviendrait Premier ministre. Vous savez qu'il n'est pas le premier à avoir imaginé ça. Vous savez qui lui a soufflé. Je n'imagine. Vous savez qui a déjà imaginé ça. Non, mais Philippe. François, je n'imagine pas que Emmanuel Macron, en ayant une vision peut-être trop psychologique, fera plaisir à François Hollande de lui permettre de devenir un Premier ministre. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez qui est le premier président qui a songé à ça? C'est François Mitterrand. En 86, Valéry Giscard d'Estaing est réélu. François absolument. Mitterrand, la haine entre ces deux-là, elle est sans limite. Et le premier l'a battu une fois et l'autre l'a rebattu. C'est une haine sans limite. Mais la situation politique, parce que c'est des animaux à sang-froid, il n'y a pas d'émotion, exige et fait penser à Mitterrand qu'il peut appeler Valéry Giscard d'Estaing à Matignon. Vous avez raison, François. Raison, mais la situation est très différente. Mais il n'y a aucune situation différente. Et les personnalités n'ont rien à voir. Moi, je ne dis pas que c'est mon vœu, je m'en fous d'avoir François Hollande Premier ministre. Je vous dis juste qu'il est en train de se passer. Mais le paradoxe, c'est que moi, qui ai très peur des LFI, je rêverais de François Hollande comme député. Je suis persuadé qu'il pourrait apporter un peu de raison et de cohérence dans ce bloc. Mais il n'y aura pas de LFI. Moi, je trouve quand même que c'est vachement surréaliste. Hein. Je n'ai pas l'impression, je vous écoute avec intérêt, l'un et l'autre, et on apprend beaucoup. Mais je suis pas sûr que les Français aient envie d'un attelage d'un couple Macron-Hollande. Enfin, mais qu'est-ce que vous voulez que fasse ? Je termine. Je sais, je suis d'accord. Vraiment, je crois que même la gauche n'en a pas envie. Certains n'ont pas compris que les gens ont envie d'autre chose. Mais d'autres générations, d'autres publics, pas de techniciens, d'autres façons de faire de la politique. Moi, c'est ce que j'entends tous les jours. Après, le reversement de situation. Mais c'est ça. Alors après qu'on me dise qu'un tel, j'ai pas eu l'impression. Enfin, moi, j'ai pas votre connaissance, mais Hollande était l'homme du compromis. Je suis pas sûr que sa popularité explose l'audimat. C'est pas Mbappé. C'est le quatrième personnage préféré des Français. Oui, mais pour l'instant, on verra. On verra le 8 juillet. C'est pas mon sujet. Je suis pas en train de plaider Hollande. Non, mais je dis pas le contraire. Je pense qu'il faut aussi vraiment. Je te le dis, François, que t'es dedans à 200%. Nous, on est un petit peu. Et alors nous, les Français, ils vont choisir. Oui, on choisit, mais nous, on n'est pas dans la politique. Mais on s'en fout. Si, justement. Donc on voit ça avec une certaine distance. Mais moi, je regarde ça avec distance aussi. On a l'impression qu'on a vraiment envie d'autre chose et d'un autre personnel politique. Écoute, je t'explique juste un truc. C'est absolument tout ce que tu dis, Bernard. Tout est vrai dans ce que tu dis et on se l'est dit aux copains. Vous savez, la politique, c'est de la dynamique. Moi, je ne veux pas que François Hollande soit à Matignon. Ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui a plus de talent. Je pense qu'Olivier Faure va se révéler. Je pense que Boris Vallaud peut se révéler. Raphaël Glucksmann s'est révélé. Si je prends la gauche, il n'y aura jamais ni Ruffin, ni... ça, c'est du fantasme pour faire triper la droite, mais ça n'existe pas. En revanche, il y a deux solutions, en réalité, le 30 et le 7 juillet. Soit les Français sont dans ce que tu dis, c'est-à-dire ont décidé du changement et ils font du Rassemblement national leur objet de changement. Et là, on est sur une vague qu'on n'arrêtera pas. C'est-à-dire, c'est les vagues bleues, on est sur 300, 350, 400. Ça, c'est possible. C'est 1980, la vague Voilà, 86, 93, il reste 57 députés. 86, il n'y avait pas eu cette Non, 93, il reste 56 députés socialistes, par exemple. Exactement. 57, pardon, avec les communistes. Donc, ça, c'est la vague. OK ? Si ils ont décidé, ce que tu dis, le changement profond, c'est ça
qui va se passer. Ou alors, dans l'autre sens, c'est la vague de gauche. La réalité, Bernard, c'est qu'on a les meilleurs instituts de sondage du monde. Rien ne montre ça dans l'ensemble des dynamiques politiques. Rien ne montre ça. Et pour l'opinion publique, François Hollande qui deviendrait le Premier ministre d'Emmanuel Macron, alors qu'on sait qu'il lui en veut énormément, est-ce que ce serait pas donner du carburant au Rassemblement national et à la France insoumise pour 2027, Philippe Bilger? Moi, je n'y crois pas, mais j'ai une faiblesse par rapport à Françoise. C'est des infos que je ne connais pas les milieux qu'elle fréquente. C'est des infos et d'autre part, j'ai une conception toujours personnalisée des choses. Je n'imagine pas une seconde, mais peut-être ai-je tort, parce que c'est très vrai ce que vous avez dit sur Mitterrand et Giscard, mais Macron et Hollande, ça n'a rien à voir. C'est pareil, c'est le même niveau de haine. Je vais vous expliquer, c'est le même niveau de haine, c'est le même niveau de haine, et c'est le même niveau de froideur et de lame quand il s'agit de faire de la politique. Je pense que vous ne comprenez pas, et moi non plus, je ne le comprenais pas jusqu'à ce que je travaille avec eux. C'est-à-dire que nous sommes des gens normaux, nous avons des sentiments, il y a des choses qu'on peut nous faire et pas nous faire. Les hommes et les femmes politiques de ce niveau-là ne raisonnent pas comme nous. Ils sont C'est pour ça que ce que j'allais dire, on est passé d'une sidération à cette dissolution. On pensait, tout le monde y en parlait, mais on pensait pas que ce serait dans ce timing-là, en tout cas pas ce soir-là. Donc de ce qu'on voit d'Emmanuel Macron depuis des mois, il fait cavalier seul, et puis il est imprévisible en fait. C'est ça le truc. Mais en réalité, il donne le sentiment de l'être, mais en réalité, il prépare son coup d'après. C'est-à-dire qu'il a calculé qu'il n'y aurait pas de rassemblement. Donc comment il fait? Il est coincé, sinon il est obligé de démissionner. S'il n'y a pas de, c'est sa peau qui joue. Vous comprenez bien que Emmanuel Macron ne regarde que ses intérêts. C'est sa peau qui joue. Mais quand je dis imprévisible, c'est-à-dire qu'il travaille avec très peu de gens autour de lui. Il envoie ses filets partout. Oui, mais autant, je crois que François Hollande, d'ailleurs, il l'a dit hier, son rêve, c'est d'avoir une assemblée ingouvernable où là, il retrouverait l'utilité qui, selon lui, justifie. Mais du côté de Macron, je rejoins Cécile, si je comprends bien sa pensée. Moi, je crois qu'Emmanuel Macron, depuis sa réélection, a démontré qu'il était totalement erratique. Et que donc... Je pense que vous vous trompez. Non, mais peut-être, François... Je pense qu'il a besoin d'une situation qui ne l'oblige pas à démissionner. Vous comprenez son problème à Emmanuel Macron? Parce que vous raisonnez là comme si Emmanuel Macron, en quelque sorte, n'avait pas perdu toute boussole de crédibilité. Je pense qu'il n'a mais la différence avec les autres, et vous l'avez bien dit François, c'est que ça n'est pas un homme politique. Je pense qu'il est devenu un homme politique. Je pense qu'on a vu tous son évolution. Il est arrivé quasiment comme une personne de la société civile. Maintenant, c'est quelqu'un qui s'occupe depuis des années. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Emmanuel Macron fait comme Mitterrand et comme François Hollande. Il s'occupe des cantons. Il s'occupe des circonscriptions. Dans les attributions, personne ne l'a vu, mais en 2022, c'est lui qui a présidé, en étant président de la République, comme faisait François Mitterrand, les attributions circo par circo. Vous n'imaginez pas le goût qu'Emmanuel Macron a pris du jeu et du pouvoir. Je n'ai pas la sapience, je dis juste ce que j'ai moi comme information. Moi, je n'ai pas votre recul. Et je ne sais pas si c'est vrai. Et en pleine réunion européenne, il a même téléphoné pour se mêler des affaires. Comprenez le truc. Ouais. Donc il est devenu, il est addicté à la chose. Mes amis et mes amis, malheureusement. Malheureusement, le temps tourne. C'est dommage. Ouais, on aurait pu en parler pendant des heures. En tout cas, merci pour ce débat passionnant et passionné. Je ne suis pas pour François Hollande à Matignon, je tiens à le dire. Ne t'excuse pas, Françoise. C'est dommage, il vient d'appeler en disant est-ce que Françoise veut bien être mon dircab. Même pas en rêve, allez, mes amis, dans un instant, nous allons parler de l'automobile, puisque c'est le grand retour du salon de l'automobile, 90e édition du mondial de l'auto à Paris. On va en parler dans un instant avec des startups aussi, puisque c'est les vraies voix qui font rouler la France, et on reste ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Merci les amis, merci Bernard Cohen-Haddad, merci beaucoup Françoise Degois, merci beaucoup Philippe Bilger, merci à nos auditeurs et à notre auditeur du jour qu'on aime beaucoup. À tout de suite.